Pourquoi avez-vous choisi cette occasion pour lancer ce nouveau concours, cette nouvelle compétition? Cette exposition est tout à fait idéale pour montrer que la réussite repose sur le mariage entre la tradition et l'innovation. Comment est-ce que la province du Rhénan a mis en place cette durabilité? Le Seigneur a expliqué, il a dit, nous avons pris l'expérience de Shenzhen, Hantai et de Pudong, c'est-à-dire que nous allons proposer les plus grandes facilités pour que les sociétés étrangères puissent s'implanter, à la fois sur le plan légal, c'est-à-dire que les autorisations vont être plus faciles, sur le plan fiscal, c'est-à-dire que nous allons donner des avantages fiscaux qui sont uniques en Chine, et sur le plan des droits de douane. Et ces ensembles devront être mariés à un cadre de vie qui sera, comme je l'ai dit, un cadre de vie agréable et un cadre de vie durable. Bonjour à tous et bienvenue à Rencontre. L'exposition internationale des produits de consommation de Chine s'est déroulée du 6 au 10 mai, étant la province insulaire de Hainan. Une exposition qui a accueilli plus de 1100 marques et 200 000 visiteurs. À cette occasion, nous avons rencontré André Chien, vice-président du comité France-Chine. Il a saisi cette occasion pour lancer la 7e édition du prix de l'innovation des équipes franco-chinoises. Pourquoi avoir choisi cette occasion? Comment évalue-t-il les opportunités que présente le port en devenir de libre-échange de Hainan? Et enfin, comment la Chine et la France pourront-elles mieux coopérer dans le champ de l'innovation? Nous l'écoutons. Bonjour André Chien, merci d'avoir accepté notre interview. Et aujourd'hui, nous sommes la deuxième journée de l'exposition internationale des produits de consommation de Chine. Et vous êtes arrivé aujourd'hui pour justement lancer la conférence de presse pour la 7e prix Innovation France-Chine. Pourquoi avez-vous choisi cette occasion pour lancer ce nouveau concours, cette nouvelle compétition? On peut dire qu'il y a un paradoxe. En effet, la France est un pays qui est connu, comme vous le savez, pour ses biens de consommation et en particulier pour ses biens de luxe. Et généralement, quand on parle de luxe, on pense toujours à tradition, au passé, c'est-à-dire à quelque chose qui remonte à plusieurs siècles en arrière. Et comme vous le savez, les grandes maisons de luxe françaises sont très fières d'annoncer qu'elles ont 1 siècle, 2 siècles d'existence. Eh bien, nous pensons que la tradition est extrêmement importante. Pour réussir, il faut absolument être en mesure de marier cette tradition avec l'innovation. Et l'innovation est absolument essentielle. Et nous voulons insister sur le fait que la France n'est pas seulement un pays de tradition, c'est aussi un pays d'innovation. Et en fait, cette exposition est tout à fait idéale pour montrer que la réussite repose sur le mariage entre la tradition et l'innovation. Justement, vous parliez de ce mélange d'innovation entre la Chine et la France. Donc, en quoi la France peut fournir à la Chine ou en quoi la France est peut-être avantageuse sur l'innovation? Pouvez-vous nous donner quelques exemples de votre expérience dans le conseil, de votre expérience dans l'entreprise? Oui, tout à fait. La France est le pays du luxe, comme vous le savez. Et le luxe nécessite beaucoup de travail et le luxe est en général assez cher. Le luxe n'est pas accessible à tout le monde. Mais tout le monde a envie d'avoir des produits de qualité et de pouvoir bénéficier de l'art de vivre à la française. C'est pour cela que, en dehors du luxe, c'est aussi développer la notion de ce qu'on appelle le premium, c'est-à-dire des produits de la vie quotidienne, mais qui sont des produits de très bonne qualité. Je fais souvent la réflexion suivante, c'est qu'il y a une période tout à fait intéressante de l'histoire qui est le XVIIe siècle. Parce que le XVIIe siècle
et le siècle où en Chine il y avait Tianlong et en France il y avait Louis XIV. C'est-à-dire que les deux, l'empereur de Chine, qui était le plus puissant en Asie, et le roi Soleil, Louis XIV, qui était le plus puissant en Europe, régnaient et vivaient à peu près à la même période. Comme vous le savez, Louis XIV a construit Versailles, qui est vraiment un monument tout à fait extraordinaire. Et bien malgré toute leur puissance, ni Louis XIV ni Tianlong de bénéficier des toilettes en chasse d'eau, que maintenant tout le monde peut posséder à la maison. Donc on peut dire que maintenant des gens ordinaires peuvent bénéficier de confort que même le roi et l'empereur le plus puissant du monde au XVIIe siècle ne pouvaient pas posséder. Donc, cette démocratisation, on peut dire, de la qualité via les produits premium, via les produits de qualité, a été un mouvement extrêmement important qu'a développé la société de consommation. Maintenant, nous passons à une étape suivante. Et l'étape suivante, c'est que les produits de consommation courante sont des produits dont le prix a considérablement baissé avec la production de masse. Mais les gens maintenant ne se satisfont plus de la production de masse. Ils veulent avoir des produits qui soient adaptés à eux. C'est ce qu'on appelle la personnalisation. Et la personnalisation est la nouvelle forme du luxe et de la qualité. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, une jolie fille comme vous va avoir un rouge à lèvres. Bon. Eh bien, vous n'allez pas vouloir le rouge à lèvres que toutes les jeunes femmes ont. Vous voulez un rouge à lèvres dont le rouge soit vraiment adapté à votre personnalité et que vous aurez choisi. Eh bien, cette personnalisation maintenant est possible. Mais elle est possible comment? Elle est possible par le savoir-faire français au niveau de la qualité et du luxe, mais qu'il faut savoir marier avec les possibilités de personnalisation qu'offrent les nouvelles technologies. Et parmi ces nouvelles technologies, il y a notamment toutes les technologies de e-commerce, toutes les technologies Internet, toutes ces technologies qui ont été développées de façon extraordinaire en Chine. Donc, la réunion entre le savoir-faire français et le savoir-faire chinois doit révolutionner le monde de la consommation, pas seulement en France et en Chine, mais même dans le monde. Est-ce qu'on peut dire que justement vous avez mentionné l'Internet, vous avez mentionné la possibilité de la consommation par le public sur Internet à la fois ou par d'autres moyens? Est-ce qu'on pourrait dire que justement si on compare la France et la Chine est peut-être un peu plus en avance sur les manières de consommer, les manières de acheter un produit au lieu d'acheter dans les bricks and mortar, on l'achète plutôt en ligne? Absolument. Absolument. Ça, c'est la très grande révolution qu'il y a eu, mais il y a à peine quelques années. C'est la révolution de l'e-commerce. Et le e-commerce, c'est vraiment une innovation chinoise. C'est la Chine qui est en train de conquérir le monde par le e-commerce. Nous savons que c'est en Chine que la proportion de e-commerce pour les particuliers est la plus importante. Et c'est un mouvement que les entreprises françaises spécialisées dans la qualité, nous avons plusieurs marques françaises que tout le monde connaît, donc, présentes à cette foire de Haikro. Ces marques françaises sont en train de travailler énormément pour pouvoir proposer au monde entier des produits qui soient à la fois des produits de grande qualité et des produits personnalisés. Et cette personnalisation, ça passe par l'e-commerce. Et justement, par exemple, aujourd'hui, dans cette foire, on a vu qu'il y a beaucoup d'exposants français qui sont présents. Mais après, la manière, on ne peut pas forcément les acheter en ligne, on ne peut pas forcément les acheter sur place. Et ils vont plutôt nous dire, ah bah tiens, il faut scanner le code QR, et après, vous les commandez en ligne, et après, ça sera livré chez vous. Donc, l'achat, l'e-commerce est devenu presque une étape incontournable pour les exposants, pour les producteurs français s'ils veulent investir en Chine, s'ils veulent se développer en Chine. Le e-commerce est indispensable. Voilà, parce que la Chine est un très grand pays. La Chine, comme nous le savons, fait 1,4 milliard de personnes. Alors vous avez des villes qui sont très développées, avec des systèmes commerciaux qui sont très développés. Si on parle de Pékin,
de Shanghai, de Guangzhou, de Hangzhou, peut-être Shenzhen. Toutes ces villes sont des villes qui sont très très bien organisées, avec énormément d'infrastructures. Mais vous avez en Chine énormément de régions qui sont encore des régions rurales, qui sont très éloignées. Et ces régions rurales, elles aussi, ont droit à la consommation. La consommation maintenant n'est plus comme à l'époque de Louis XIV ou de Qianlong, réservée à un petit groupe de personnes privilégiées. La consommation maintenant, les biens de consommation, doivent être accessibles à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé d'acheter des biens de consommation. Mais si quelqu'un veut acheter un bien de consommation, même s'il est au fin fond du Gansu, du Tibet ou du Xinjiang, il faut qu'il puisse avoir accès à ces biens de consommation. Et là, c'est le e-commerce qui permet de le faire. Vous avez expliqué justement l'e-commerce avec beaucoup d'exemples. Je voudrais qu'on revienne au Hainan, à Raikou, pour ce port de libre-échange ou cette zone franche. Est-ce que pourriez-vous nous expliquer un peu de votre expérience en quoi cette initiative chinoise pourrait profiter à l'exportation française, l'importation chinoise, pourrait profiter peut-être mutuellement à la Chine et la France? Alors, je vais vous répondre. Il y a 2 jours, l'ambassadeur était reçu par le secrétaire du parti de Hainan, M. Sheng Xiaoming. Et l'ambassadeur m'a proposé de l'accompagner. Donc, j'ai fait partie de la petite délégation qui a été reçue par le secrétaire du parti. Et j'ai posé la question suivante au secrétaire du parti. Je lui ai dit, monsieur le secrétaire du parti, je reprends le comité Franchine. Et le comité Franchine, maintenant, existe depuis à peu près 50 ans, presque 50 ans. Et nous avons par conséquent connu toute la modernisation des relations de la Chine. Et nous avons connu 3 zones économiques spéciales. Nous avons connu en 1979 la zone économique spéciale de Shenzhen. Puis nous avons connu la zone économique spéciale de Pudong. Et maintenant, vous nous parlez de la zone économique spéciale de Hainan. Qu'est-ce qui différencie Hainan des autres zones économiques que j'ai citées tout à l'heure? Comment ils vous ont répondu? Alors, il m'a fait une réponse que je trouvais très très intéressante. Il m'a dit, la première différence, c'est que Hainan, c'est une zone spéciale pour une ère nouvelle. Shenzhen, c'était dans les 70. Pudong, c'est dans les 90. Et là maintenant, nous sommes en 2010. Donc, dans les années 2010, nous pouvons bénéficier de l'expérience de Shenzhen et de Pudong. Donc nous pouvons offrir ce qu'il y a de mieux à Shenzhen et en Pudong, et nous pouvons offrir encore plus. Et ce encore plus, c'est que nous pouvons offrir un cadre de vie qui sera le cadre de vie de l'avenir. C'est-à-dire un cadre de vie qui sera à la fois agréable et qui sera un cadre de vie écologique. Parce que maintenant, l'écologie et le développement durable sont des nécessités absolument impérieuses pour le développement. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant. C'est-à-dire que le fait de dire que Hainan va permettre d'avoir à la fois tout ce qui se fait de mieux dans les hautes technologies, mais d'avoir aussi un cadre de vie agréable, le mariage entre les deux, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans le développement chinois, on ajoute ce petit côté plaisir, ce petit côté loisir dans le développement? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'organisation de cette foire des produits de consommation, c'est pour la consommation, c'est pour promouvoir l'économie, surtout la consommation des produits de consommation. Alors que si on fait une comparaison avec ce qui s'est passé à Shenzhen ou à Pudong, au début, c'était vraiment le développement économique, c'était le travail, c'était l'investissement. Alors je vais vous dire, pour moi, c'est même plus que cela. Il y a 3 choses qu'il faut marier. Il faut marier le passé. Le passé, c'est la tradition. Il faut marier le présent. Le présent, ce sont les hautes technologies. Il faut marier l'avenir. L'avenir, ce sont nos enfants. Il faut qu'on laisse à nos enfants un monde durable, un monde où l'on puisse vivre. C'est pour ça que la préoccupation environnementale est aussi une nécessité. Parce qu'il ne faut pas penser uniquement au passé et au présent, il faut penser à l'avenir aussi. Qui est la durabilité. Mais après, comment est-ce que Hainan, la province du Hainan, a mis en place cette durabilité
Comment est-ce que ça a été traduit dans leur politique? Comment est-ce que ça a été traduit dans leurs incitatifs pour les entreprises étrangères? Alors, c'est ce que le secrétaire nous a expliqué. Le secrétaire a expliqué, il a dit, nous avons pris l'expérience de Shenzhen et de Pudong, c'est-à-dire que nous allons proposer les plus grandes facilités pour que les sociétés étrangères puissent s'implanter. Mais que les sociétés étrangères puissent s'implanter à la fois sur le plan légal, c'est-à-dire que les autorisations vont être plus faciles, sur le plan fiscal, c'est-à-dire que nous allons donner des avantages fiscaux qui seront uniques en Chine, et sur le plan des droits de douane. Donc, puisque, comme nous le savons, Hainan va devenir une zone franche. Donc, ce sont tous ces ensembles incitatifs qu'il nous a promis, et ces ensembles devront être mariés à un cadre de vie qui sera, comme je l'ai dit, un cadre de vie agréable et un cadre de vie durable. Donc c'est ça que nous attendons et nous sommes très heureux de voir la naissance de cette zone en espérant qu'elle pourra tenir toutes les promesses que le secrétaire nous a faites. Parce que là, on est vraiment dans le phase débutante, dans une phase où on vient de commencer. Là, la politique a été mise en place, c'était depuis l'année dernière, en fait, depuis 1 an et demi. Et après, en fait, en même temps, entre-temps, on a coïncidé avec l'arrivée de l'épidémie du coronavirus, on a coïncidé avec cette turbulence économique qui a été entraînée par l'épidémie. Donc, comment est-ce que vous évaluez l'importance de la construction de ce port de libre-échange en ce temps tellement turbulent aujourd'hui dans le monde? Je pense que le message qui est apporté par cette foire de Haikro est très important. Il est très important parce que on voit que depuis plusieurs années, la Chine devient de plus en plus importante, devient de plus en plus riche, devient de plus en plus puissante. Et la montée en puissance de la Chine fait aussi peur. Nous savons très bien. Donc, dans le monde entier, à commencer par les États-Unis, et nous savons, le secrétaire d'État américain l'a bien dit, la Chine est notre grande rivale. Donc, la Chine fait peur, même aux États-Unis. Est-ce que la Chine fait peur à la France? Alors, la Chine fait peur par certains aspects à tout le monde occidental. Mais justement, parce que c'est cette montée en puissance et en richesse de la Chine qui a cet effet de faire... Et ça, c'est naturel, on le comprend. Et c'est pour cela qu'il est important pour le comité franc-Chine et pour des gens comme nous de montrer que, en fait, cette montée en puissance de la Chine est quelque chose qui n'est pas menaçant ou dangereux pour le monde, mais au contraire utile et favorable. Et favorable pourquoi? Eh bien parce que la Chine représente une masse absolument considérable. La Chine représente donc non pas une puissance simplement, mais aussi un marché qui est extrêmement important, avec des Chinois qui sont des gens pacifiques et qui sont des gens qui, après avoir travaillé pendant très longtemps, donc moi j'ai vu les progrès de la Chine, j'ai vu comment, avec la politique d'organisation au début des années 70, les Chinois ont travaillé très durement pour pouvoir édifier leur pays, comment maintenant, 40 ans après, la Chine arrive au stade de la consommation. C'est-à-dire que la Chine a suffisamment travaillé, et maintenant que la Chine commence à devenir riche, il est normal que les Chinois veuillent profiter de la vie. Et profiter de la vie, ça veut dire effectivement aussi, pas seulement produire, mais aussi consommer. Et consommer pas seulement des produits chinois, qui sont de très bonne qualité, mais avoir un choix beaucoup plus large et avoir le choix des produits du monde entier, notamment des produits français. Donc, cette montée en puissance dans la Chine est quelque chose qui est favorable parce qu'elle va pouvoir entraîner l'économie, pas seulement de la Chine, mais du monde entier, et donner du travail aux gens du monde entier. Et ça, c'est extrêmement important. Et revenons justement au 7e prix d'innovation franco-chinoise qui sera annoncé bientôt, et en fait qui a été déjà commencé à partir du 7, c'est ça? La collecte de candidatures, oui. Le dépôt de candidatures, c'est déjà possible oui. à partir du 7 mai. Parce que, vous voyez,
Ce que fait le comité France-Chine, c'est très particulier. La Chine est un pays innovant. On le sait maintenant depuis plusieurs années. Plusieurs innovations extrêmement importantes mondiales sont nées en Chine. La France est aussi un pays innovant. Nous pouvons le montrer par le nombre de prix Nobel, par le nombre de médailles Fields, par le nombre d'inventions qui ont été faites en France. Donc, on n'a plus besoin d'encourager l'innovation en France ou d'encourager l'innovation en Chine. Cela se fait. Ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons encourager l'innovation franco-chinoise. C'est parce que nous pensons que quand on met ensemble des chercheurs qui sont issus de cultures différentes, la réunion et la confrontation des idées différentes produit un choc. Ce choc produit des étincelles, et ces étincelles sont des étincelles d'innovation qui sera supérieure ou différente en tout cas de l'innovation purement française ou de l'innovation purement chinoise. Et c'est pour ça que le comité France-Chine essaie surtout d'encourager l'innovation franco-chinoise. Avez-vous des cas qui vous ont impressionné, les cas sur la collaboration, sur le mariage de l'innovation, d'esprit innovatif français et chinois, déjà dans les 6 années précédentes? Oui, nous avons chaque année, nous avons l'embarras du choix, nous avons le choix entre différentes innovations qui ont été faites et qui ont été primées par le comité France-Chine et qui sont, alors, pas nécessairement des inventions révolutionnaires, mais nous savons très bien que l'innovation est faite à la fois de ce qu'on appelle l'innovation de rupture, où quelque chose de tout à fait nouveau apparaît, et l'innovation qu'on appelle incrémentale, c'est-à-dire où on est capable d'améliorer la situation donc d'énormément de techniques et d'énormément de produits. Donc c'était plutôt lequel dans la coopération? C'était plutôt une innovation grâce à une rupture ou c'est plutôt quelque chose qui est intégral, quelque chose qui est évolutif? Honnêtement, c'est plutôt l'innovation incrémentale. D'accord. Quand la France rencontre la Chine, quand la Chine rencontre la France. Oui, parce que cette innovation porte sur des centaines de milliers de produits, donc elle est très nombreuse. L'innovation de rupture, comme son nom l'indique, est une rupture. Il y a quelques génies qui sont capables de créer cette innovation de rupture, mais elle est évidemment beaucoup moins développée, beaucoup moins nombreuse que l'innovation incrémentale. Parce que j'ai vu il y a quelques entreprises et quelques projets qui ont remporté les grands prix de l'innovation France-Chine. C'était par exemple de L'Oréal, pour Mérier. Et en fait, ce sont les entreprises françaises qui ont choisi des ingénieurs chinois ou qui ont choisi de se développer en Chine, c'est ça? C'est extrêmement important parce que, comme je le disais tout à l'heure, les Américains ont une expression, ils appellent ça « out of the box ». Out of the box, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enseignement chinois, par exemple, est un enseignement d'excellente qualité. Nous voyons par un certain nombre de classements internationaux, le classement PISA en particulier, mais les écoles chinoises au tout premier rang mondial. Donc, c'est vrai. Mais nous voyons bien que tous les étudiants chinois sont formés selon le même moule. Ils ont une certaine façon de penser, et cette façon de penser les aiguille dans une direction donnée. Mais si on veut innover, il faut justement être capable de sortir de cette direction. Il faut être capable d'être, comme des Américains, out of the box. Et le fait de pouvoir réaliser cette innovation out of the box, c'est en mariant donc une mentalité, un raisonnement français avec les habitudes chinoises qu'on y arrive. Avec les appuis chinoises, vous avez dit? Et des habitudes chinoises. Des habitudes chinoises. Pourriez-vous nous prendre un exemple? Parce que vous avez parlé justement de cette moule dans l'éducation chinoise et peut-être aussi à une moule dans l'éducation française. Et comment se présentent-elles ces moules? En quoi ça différencie l'une et l'autre? Alors, par exemple, je donne un exemple très simple. L'enseignement chinois est un enseignement qui repose beaucoup sur la mémoire et sur le fait d'apprendre. Alors, l'enseignement français n'est pas du tout fait comme ça. L'enseignement français, on demande aux enfants de comprendre avant d'apprendre. Chaque méthode a ses qualités.
Mais si je prends la méthode chinoise, on apprend beaucoup, mais le fait d'apprendre beaucoup fait que l'on écoute attentivement le professeur. On respecte le professeur, et finalement le respect du professeur ressemble au respect du père. On ne va pas contre le professeur, on ne va pas contre le père, on ne va pas contredire son père ou son professeur. Et cela amène un certain conservatisme. Le fait de pouvoir inventer, innover, ça signifie en quelque sorte aussi se révolter contre le père. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait moins en Chine, qu'on fait plus en France. Et la France, c'est plutôt on va détruire et après on va construire quelque chose, c'est ça? Alors, l'histoire montre. La destruction constructive. Voilà, c'est bon. Donc, c'est effectivement la destruction créatrice. Donc, bon. Et c'est vrai que la France est un peu spécialisée dans ce type de démarche. Nous avons vu que, par exemple, pour que le système politique français se renouvelle, il a fallu la Révolution française en 1789. Donc oui, il a fallu abattre la royauté et même décapiter le roi. Donc d'autres pays n'ont pas adopté nécessairement les mêmes mesures. Donc, mais effectivement, la France a un peu une tendance à privilégier la création destructive ou la destruction créatrice. Oui. Donc en fait, c'est une magie de mélanger la France et la Chine, de faire rencontrer Qianlong et Louis XIV. Absolument. La mentalité, l'état d'esprit de ces deux empereurs, qui est à la fois différente, mais après, il y a quand même quelques points communs peut-être entre les deux. C'est-à-dire que justement, où sont les points communs dans une collaboration, dans une coopération sino-française, une franco-chinoise? Ce sont deux grands rois et empereurs, et vous avez raison, ils ont un certain point commun. Qianlong, nous le savons, donc, est un empereur mandchou, en fait. Et il fallait que, issu de on dirait de la minorité mandchoue, donc il fallait qu'il règne sur l'ensemble de la Chine, avec une bureaucratie extrêmement importante, et il fallait qu'il impose sa volonté à toute cette bureaucratie chinoise. Louis XIV, lui, s'est trouvé confronté à un problème un peu différent, mais un peu de même nature. Louis XIV était un roi, mais il avait en face de lui toute une aristocratie, une noblesse française qui n'était pas nécessairement extrêmement obéissante. Et pour faire un grand État, il a fallu qu'il s'impose à cette noblesse, de même que Qianlong a dû s'imposer à la bureaucratie chinoise. Voilà, voici la différence. Une dernière question, qu'est-ce que vous attendez de cette exposition? Vous allez faire une tour à la fin? Vous allez rester ici pendant plusieurs jours? Quel est votre projet de cette exposition? Je suis venu surtout pour pouvoir effectivement voir comment cette première exposition de la consommation se présente. Donc je suis extrêmement curieux de voir comment tout ceci se présente. Mais mon but essentiel est de pouvoir à la fois transmettre au public chinois donc, ce dont je parlais, c'est-à-dire ce mariage entre la tradition et l'innovation donc de la France, et également transmettre au public français le fait que la Chine est un pays dont il ne faut pas avoir peur, mais dont il faut au contraire favoriser le développement, parce que le développement de la Chine est quelque chose qui sera utile au monde entier. Et donc, dernière question, qu'est-ce que vous attendez de cette 7e prix Innovation France-Chine? Vous attendez combien d'entreprises? Est-ce que vous avez déjà une petite idée là-dessus? Non, bon, ça, je ne peux pas vous dire qui va remporter le prix, mais je peux vous dire ce que nous attendons. Ce que nous attendons, c'est que cela encourage davantage les chercheurs chinois et les chercheurs français à travailler ensemble et à innover ensemble. Merci beaucoup, merci d'avoir reçu notre interview et je souhaite une plein de réussite pour la prix du 7e prix d'innovation France-Chine. Merci.